Bonjour à tous à nouveau et bienvenue pour la présentation de la revue d'actualité de l'OCIR avec tout d'abord les bulletins de Microsoft. Ouais. Alors pour commencer, un petit rappel rapide sur les fins de support des produits Microsoft en cours. Donc en effet, dû au Covid, comme on l'explique à chaque fois, il y a eu un report de 6 mois pour la plupart des produits Windows, du moins les distributions, on va dire, Home. Et donc si on regarde pour Windows 10, il faut s'attendre pour Q2 2021 à la fin du support pour les produits Windows 10 version 18.09. Donc ça laisse encore un petit peu de temps pour faire la migration. Mais voilà, au moins vous avez l'information. Donc pour ce patch Tuesday de janvier, il y a eu 83 vulnérabilités qui ont été corrigées, dont 10 critiques qui permettent d'occasionner des dégâts allant du déni de service à la prise de contrôle du système. S'il y a une vulnérabilité à retenir, c'est la CVE 2021-1647 qui affecte en fait le moteur antiviral, ce qui fait que du coup ça affecte Microsoft Defender, mais ça peut également affecter d'autres produits comme Microsoft Security Essentials. Ce qui était assez intéressant quand on lit le bulletin de Microsoft avec leur nouveau format, c'est que pour leur vulnérabilité qui permet de faire de l'exécution de code à distance, quand on regarde en fait les métriques CVSS, on voit qu'ils ont mis un vecteur d'attaque local. Donc c'est le problème qu'on a en ce moment avec Microsoft, c'est qu'il y a beaucoup de vulnérabilités, mais on a de moins en moins de détails sur les conditions d'exploitabilité et même sur les causes de la vulnérabilité. Il y a une certaine opacité, donc c'est un peu plus complexe. J'en profite pour remettre une couche finalement sur la vulnérabilité Zero Logon. Pour ceux qui se souviennent, c'était une vulnérabilité qui a été corrigée lors du patch Tuesday en partie d'août 2020, qui permettait en fait à un attaquant de faire une requête à netlogon en tant que n'importe quel poste, notamment le contrôleur de domaine. Et à partir de cette requête, on pouvait en fait réinitialiser le mot de passe machine d'un poste. Et donc, ça permettait, via l'exploitation de cette vulnérabilité, de devenir administrateur du domaine en 2 requêtes netlogon ou 2 requêtes MSRPC, ce qui du coup a provoqué ce correctif un peu rapide. Et donc, Microsoft l'avait fait en 2 temps. Donc, en août, on avait eu le correctif qui laissait les communications non sécurisées se faire, mais qui générait un événement en indiquant quel poste établissait ce genre de communication. Et donc là, on arrive en février 2021 où on va avoir la deuxième partie du patch qui cette fois-ci va définitivement corriger la vulnérabilité, mais qui risque de tout simplement refuser toutes les connexions qui ne se font pas via un canal MS-NRPC sécurisé. Donc si jamais C'est de vieilles applications, alors normalement des postes qui s'authentifient comme ça, il est plus censé y en avoir, mais ça peut quand même avoir des effets sur certaines vieilles applications, les vieux serveurs. Normalement, si vous avez mis à jour vos postes Windows, vous avez déjà fait la transition. Mais ça peut toujours être intéressant. Si jamais vous allez voir sur votre contrôleur de domaine, c'est des événements avec l'Event ID 5829. Ça vous permettra du coup d'identifier s'il y a encore des applications ou des postes qui ne gèrent pas les canaux sécurisés. On a également eu ce mois de janvier du coup les correctifs d'Oracle qui ont du coup publié près de 329 correctifs sur 23 produits, avec 47 vulnérabilités qui ont un score CVSS supérieur ou égal à 9,8. Je vous laisserai choisir laquelle corriger en premier. Sur celles qu'on peut recommander, en vrai, il y a ceux qui vont affecter le serveur Oracle Fusion Middleware. Donc là, vous voyez, il y a 5 vulnérabilités qui permettent en fait de faire de l'exécution de code à distance. Et on a également des correctifs pour la CVE 2020 14750 qui permettait en fait de faire de contourner un mécanisme d'authentification qui permettait ensuite d'exécuter du code arbitraire via une requête GET. Et donc en fait, cette CVE-là, c'était un contournement du correctif qui avait été fait pour la CVE 2020 14882, qui est du coup exactement sur le même principe. On a également la CVE 2020-2109 qui n'a pas encore de code d'exploitation public, mais qui a fait l'objet d'une publication technique assez détaillée. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait de l'exploitation de ces vulnérabilités prochainement. Concernant les navigateurs, pas grand chose de nouveau. C'est souvent du Chrome, du Edge, du Firefox. C'est toujours des vulnérabilités qui vont permettre de faire soit de use after freeze, soit de la corruption mémoire.
La vulnérabilité qui était intéressante pour Firefox, c'est qu'on pouvait faire du clickjacking, c'est-à-dire qu'on pouvait pousser le navigateur à cliquer sur des éléments de la page au détriment de l'utilisateur. Concernant les vulnérabilités qui ont fait parler d'elles pour ce mois-ci, je vais commencer par la vulnérabilité qui affecte l'utilitaire sudo, qui a été découvert par des chercheurs de Qualys. Sudo, c'est un utilitaire Linux qui permet d'exécuter des commandes avec les droits d'un autre utilisateur. En fait, il y a tout un article bien détaillé qui explique en fait comment sudo gère ces modes. Donc, on peut avoir les modes d'édition, des modes d'exécution. Et donc, normalement, certains de ces flags sont exclusifs, mutuellement exclusifs. Sauf que si on passe par l'utilitaire sudo edit, il est possible en fait de provoquer une sorte de confusion et d'avoir deux flags actifs. Et à travers ces flags-là, en fait, ça a provoqué du coup une mauvaise interprétation de la ligne de commande qui amène du coup un buffer overflow. Et il a été possible par les chercheurs de Qualys d'exploiter ce buffer overflow pour avoir un invite de commande root, donc super utilisateur. Donc suite à la publication en fait de ces recherches, qui du coup affectaient la plupart des distributions Unix et Linux, et bien on a des codes d'exploitation qui commencent à apparaître pour Ubuntu, pour macOS et pour d'autres distributions, même Fedora, j'ai vu passer. Donc, une vulnérabilité a été introduite il y a une dizaine d'années. Oui, tout à fait. Et donc, parmi les vulnérabilités qui datent d'une dizaine d'années, on va parler également de DNSPOOK, qui est le retour des attaques de Kavinsky, donc tout ce qui est empoisonnement de cache DNS. Donc, il y a DNSPOOK, en fait, ça cible, entre guillemets, ces 7 vulnérabilités qui vont affecter le serveur DNSMask, et donc qui permettent de faire différents dommages, donc soit l'empoisonnement DNS, donc pour rajouter des entrées arbitraires et donc rediriger le trafic de certains utilisateurs, et il y a certaines de ces vulnérabilités qui permettent d'exploiter des buffer overflow et donc d'exécuter du code carrément sur les serveurs DNS. Troisième vulnérabilité que j'ai vue, donc c'est pas une vulnérabilité entre guillemets officielle, qui était officiellement reconnue par Microsoft, c'est une vulnérabilité donc, sur les systèmes de fichiers NTFS sur Windows 10. Et donc, en fait, ça provient d'une mauvaise gestion des chemins. En fait, là, sur ce que vous voyez, donc, on a l'accès à un chemin donc, du disque C. Et donc, en fait, si jamais on met le $i30, en fait, on va essayer c'est un index NTFS qui permet en fait de référencer tous les fichiers et dossiers qui appartiennent à un dossier. Et donc, en fait, si on rajoute derrière 2 points $bitmap, qui normalement sert à avoir les informations sur la location des zones des différents clusters. Alors, on ne sait pas exactement, j'ai pas exactement tout le détail technique, mais en fait, si on faisait par exemple un CD sur ce chemin système, on avait une erreur Windows et on avait une corruption du disque. La plupart du temps, on peut sauver notre disque via un check disque. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, si jamais on envoie une page HTML ou un raccourci dans une archive zip vers ce chemin, normalement, il y a possibilité de provoquer l'erreur et du coup, provoquer à minima un déni de service. Ou dans un mail, ou dans un PDF, et en fait, ça génère un écran bleu. Ça plante le système. Une autre vulnérabilité aussi qui concerne cette fois-ci GNU-PG et plus particulièrement la bibliothèque libgcrypt qui a été découverte par Tavis Sorgmandy. En fait, c'était suite à une mauvaise gestion des blocs lors du déchiffrement d'un message. Il était possible en fait de provoquer un buffer overflow et donc à partir de là exécuter du code juste en envoyant un message GPG chiffré, enfin spécifiquement conçu. On pouvait du coup déclencher la vulnérabilité. Les autres vulnérabilités concernent les solutions de sécurité Fortinet, enfin de l'éditeur Fortinet, donc là principalement sur FortiWeb. Beaucoup de vulnérabilités et en particulier des vulnérabilités sans authentification. Alors là j'en ai extrait quelques-unes, mais en particulier des injections SQL. Je ne pensais pas qu'on en trouvait encore en 2021, enfin 2020, mais là c'est fin de l'année.
Donc voilà, si vous avez des, des équipements Fortinet avec FortiWeb ou qui sont présents dans les bulletins avec les liens ci-dessous, mettez à jour. Ça n'est que sur les portails d'administration, donc qui théoriquement sont censés être sur des réseaux dédiés, mais potentiellement il peut quand même y avoir parfois dans les cas de VPN exposés à Internet des expositions sur Internet ou sur des réseaux internes, donc il est quand même bon de regarder. On continue sur les vulnérabilités de Cisco, donc notamment dans leurs interfaces web VPN Small Business. Sur leur API DNS Center, il y a différentes vulnérabilités dans le traitement des entrées utilisateurs qui permettent de mener à de l'injection de code ou de l'exécution de code distante. Alors, je crois que ces vulnérabilités, pour le coup, sont authentifiées, mais du coup, ça permet d'avoir directement des exécutions de code sur le routeur sous-jacent. Donc c'est toujours intéressant. Je crois que les vulnérabilités, c'est un petit peu du même genre que celles qui affectaient les VPN SSL Fortinet. Globalement, on peut juste en mettant un chemin, enfin en mettant un point virgule et une commande système, globalement réussir à exploiter la vulnérabilité. C'est un peu ce type de vulnérabilité. Quelques vulnérabilités par désérialisation, alors bon, concernant l'iFray et IBM QRadar. IBM QRadar, le SIEM d'IBM, ce qui peut être plutôt gênant pour une équipe de défense que son SIEM dispose de vulnérabilités de ce type-là. La première, c'est une exécution de commande, et la deuxième, c'est plutôt de code au sens Java. Étant donné qu'on est sur le mois de février, j'ai profité pour recommencer à faire un suivi du nombre de CVE publiés par mois. Donc là, l'assez étonnant, c'est que Microsoft n'est pas premier pour une fois. On a Cisco qui est en tête de piste pour l'instant. Ça pourrait être amusant de voir comment est-ce qu'au fur et à mesure des patch Tuesday, ce classement change. Et je pense que là, on peut s'attendre d'ici la fin de l'année à un top 3 qui va se partager entre Microsoft, Oracle et potentiellement Cisco et Google qui se bagarrent. Ah, c'est le début de la compétition, là. Attendons la fin de l'année. En tout cas, on prend les paris et on vous tiendra au courant au mois par mois. Là, maintenant, on va aller sur la partie un peu plus informationnelle. On va commencer par le takedown de janvier. Ouais, je pense que vous l'avez tous vu sur Twitter ou même à la télé ou dans les journaux, la presse généraliste. Donc, a priori, les auteurs de Emotet ou mainteneurs de l'infrastructure ont été arrêtés, et donc suite à l'arrestation, je ne sais pas si le malware, enfin parce qu'en fait, Europol est censé déployer un code qui permet de stopper l'infection sur un certain nombre de victimes. Je ne sais pas si ça a déjà été fait ou si ça va être fait. Je crois que ça va être fait. Février, je crois, mais je suis plus sûr. J'avais vu avril, il me semble. D'accord. Bon. Un peu comme ça avait été fait précédemment, donc pour nettoyer les postes infectés. Ah, on me dit dans le chat 21 avril, ok. Certains demandent d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est aussi long. Bon, en tout cas, le réseau va être nettoyé. Ça fait quand même, ça touche quand même l'un des plus gros réseaux de botnet du monde, ce qui est plutôt intéressant. Ce qui est rigolo entre guillemets, c'est qu'une vidéo a été publiée de la perquisition de l'appartement donc des cybercriminels, et c'est hallucinant parce qu'on dirait presque une parodie. C'est-à-dire que là, j'ai mis quelques extraits. Sur la droite, on voit une espèce de vieille boîte de carte mère, enfin un bureau dégueulasse, des vieux écrans tout pourris, des PC ouverts. Enfin, c'est quand même hallucinant. On dirait une vidéo des années 90. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui ont fait trembler le monde pendant des années avec Emotet. Sachant qu'en plus, Emotet, c'était généralement le début des ennuis, puisque après, généralement, ils redonnaient l'accès à du TrickBot ou d'autres. Ils revendaient leurs accès, oui. Ouais. Il y avait un business, leur business principal, et business model a dérivé vers la revente d'accès suite à une compromission Emotet. Ouais. Parmi les autres takedowns aussi, on a eu l'opérateur de ransomware Netwalker qui a vu certains de ses sites de rançon se faire takedown par les autorités bulgares et américaines. Il semble qu'il y ait eu quelques arrestations et de certains associés du réseau. Alors ça ne veut pas dire que c'est la fin de Netwalker, ça va juste déjà ralentir considérablement leur
leurs différentes opérations, mais ça va dans le bon sens. Il y a également des rumeurs sur Egregor, qui a vu certains également de ces sites se faire saisir récemment. Du coup, on voit concernant les opérateurs de ransomware, des différents acteurs qui ont décidé d'arrêter pour l'instant leurs activités et qui fournissent des outils pour déchiffrer, donc notamment Phoenix et Ziggy. Donc on ne sait pas si c'est lié à l'arrestation, au démantèlement d'une grosse partie du réseau des motettes, ou si c'est juste pour l'instant faire profil bas le temps que tout ça se tasse. En tout cas, ça a été un mois assez intéressant. Et récemment, on a eu le journal Ouest France qui a fait un retour d'expérience sur une compromission par ransomware. Et donc, comment est-ce qu'ils ont géré l'incident de bout en bout? Comment est-ce qu'ils sont revenus à un mode de fonctionnement dégradé? Et comment est-ce qu'ils ont agi pour revenir à un mode nominal? C'est vraiment intéressant. Vous avez tout sur GD. Vous savez que 2 minutes, ça suffit. Concernant les malwares, il y a les chercheurs de SentinelOne qui ont publié tout un article qui faisait un focus sur un malware qui était écrit en AppleScript. C'est un malware qui était connu depuis une année ou deux, mais étant donné que le code binaire n'avait pas réussi à être décompilé, les analystes de l'époque n'avaient pas pu aller vraiment en détail dans le fonctionnement de ces codes. Ce qui a été intéressant du coup, c'est que les chercheurs sont parvenus à reverse engineer l'AppleScript. Et donc, du coup, ils en ont profité pour revenir sur ce malware et regarder comment est-ce qu'il fonctionnait. Ce qui était assez intéressant, c'est que c'était un malware, un cryptomineur, qui était utilisé notamment pour miner du Bitcoin, et il utilisait en fait différents binaires du système, comme Caffeinate, pour forcer en fait le système à rester en activité et à pas se mettre en veille, et donc permettre aux attaquants de maximiser leurs gains. Donc, ils ont un peu détaillé tout. L'article détaille justement ces sujets-là, et donc il y a un outil qui sera disponible, qui est disponible pour ça, pour du coup décompiler de l'AppleScript. L'autre élément qui était assez intéressant, c'était SteelCorgi, donc qui a été surnommé par les chercheurs du Yoroi un couteau suisse des APT. En fait, c'est un binaire qui embarque plusieurs utilitaires. Donc Bleach, qui est un utilitaire qui permettait de faire de la suppression de logs ciblés, donc en fonction du temps ou en fonction des fichiers. Il y avait un outil de brute force SSH, un outil pour faire des invites de commandes à distance, et Ricochet, qui est un créateur de paquets, un forgeur de paquets. Donc c'était assez intéressant de voir ça, parce que c'est un binaire de 4 mégas, ce qui n'est pas très courant dans les attaques. Généralement, on essaye de laisser le moins de traces possible. Et donc voilà, il y a tout un article sur les différents éléments. Donc c'était intéressant de voir un peu sorte de key d'adaptation. Aussi, chose récente, le malware utilise DLCDL Open pour charger directement les parties de son. Alors ça, c'est une attaque qui a fait beaucoup parler d'elle ces dernières semaines, attribuée a priori à la Corée du Nord, d'où la petite photo sur le côté. Donc en gros, un groupe d'attaquants a créé un certain nombre de faux profils de chercheurs en sécurité sur les différents réseaux sociaux. Ils ont créé des blogs, créé des vrais faux articles, parfois des articles basés sur des travaux volés, parfois avec même des vidéos YouTube qui étaient fausses. À partir de ça, ils ont pris contact avec un certain nombre de vrais chercheurs en vulnérabilité, ont gagné leur confiance et ont fini par leur envoyer... alors il y a eu deux méthodes d'attaque. La première qui était plutôt basée sur du waterrolling, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de traces réelles de ça. Donc alors en général c'était l'envoi d'une clé PGP qui était hébergée sur un de leurs sites, et en allant sur le site, donc il y avait a priori une vulnérabilité Chrome qui permettait d'exécuter du code sur le poste du chercheur. Alors il y a Google qui vient de sortir un correctif pour une vulnérabilité, mais ce n'est a priori pas celle utilisée par cette attaque. Et l'autre méthode qui était la plus intéressante, enfin pas que la première pas intéressante, mais c'est l'utilisation de Visual Studio, dans le sens où les attaquants envoyaient des projets Visual Studio piégés, parce qu'en fait les projets Visual Studio, il y a pas mal de techniques qui permettent d'assurer de la persistance, voire d'exécuter du code, et en particulier dans les fichiers qui décrivent le projet Visual Studio, il y a des post-process et pré-post-process, alors je sais plus comment s'appelle exactement le champ, mais qui permettent tout simplement d'exécuter du code
lors de l'ouverture, voire de la compilation du projet. Et donc il y a pas mal de chercheurs qui se sont fait piéger, et il y a un article qui a été publié par Google, donc l'équipe TAG, et qui cible en particulier la Corée du Nord parce que donc dans cette équipe, ils ont des chercheurs qui sont spécialisés par équipe, par menace, et apparemment le plus gros du bruit venait de la Corée du Nord. D'ailleurs, je fais l'autopromo, nous avons fait un épisode de No Limit Sécu sur le sujet, qui devrait sortir très prochainement. Donc, la recommandation, c'est quand même lorsque vous récupérez un projet Visual Studio, mais même sur GitHub, de quand même regarder le contenu du projet, parce que même des RM-RF ou équivalents, ça arrive assez régulièrement sur des projets GitHub. Donc il faut toujours quand même jeter un œil sur le projet, et c'est la même chose pour un make, de toujours regarder ce que fait le projet avant. Ça, c'est une petite mise à jour donc sur l'affaire SolarWinds. Nous en avions parlé le mois dernier. Donc, compromission d'un éditeur d'une solution de supervision réseau qui a permis de piéger une des mises à jour de cet outil, qui a été déployé sur un certain nombre d'entreprises et d'agences gouvernementales, quelques milliers. Et ensuite, des attaquants plutôt avancés ont pris le contrôle, ont pris leur temps pendant plusieurs mois pour aller ensuite récupérer un certain nombre d'informations plus ou moins confidentielles. Ce qui est alors donc il y a eu plusieurs annonces. Qualys, Malwarebytes, Mime et Palo Alto ont annoncé également avoir été compromis par cette attaque. Je crois que Malwarebytes, c'est eux ont indiqué que c'était sur une plateforme de test parce qu'ils testaient la solution Orion de SolarWinds, mais je suis pas tout à fait sûr que ce soit eux. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que les attaquants, en tout cas des gens qui se font passer pour les attaquants, ont publié un site qui s'appelle SolarLeaks avec un petit texte, un peu à la Shadow Brokers à l'époque, c'est-à-dire en proposant de fournir des données volées contre des bitcoins, contre de l'argent. Donc en fait, les fichiers étaient librement téléchargeables sur le site. Donc là, vous avez les fichiers qui font quelques gigas pour certains. Ça correspondrait à peu près à la taille de ce qui a été annoncé par les éditeurs. Typiquement, Cisco a annoncé quasiment 2 gigas et Microsoft quasiment 3 gigas. Donc les tailles correspondraient. Par contre, pour l'instant, la clé n'a pas été publiée. Donc est-ce qu'elle sera publiée à terme? Ça pourrait être intéressant à suivre. Donc ça, c'est la suite. Ce qui est aussi très drôle, c'est que le site était un site avec le logiciel Apache, donc pour servir le site web, et accompagné du module mode status. Et mode status, il est possible de l'interroger en forçant le référeur, en se faisant passer pour le localhost, pour récupérer la liste de toutes les personnes qui sont en train de naviguer sur le site web. Donc là, en fait, vous avez toutes les personnes qui, à cet instant donné, étaient sur le site web en train de consulter ce site. C'est plutôt rigolo. Et d'ailleurs, oui, le site était également disponible sur le réseau Tor. Voilà. Concernant du coup SonicWall, l'éditeur de solutions de sécurité a découvert sur son système une attaque qui date du 22 janvier 2021. Apparemment, ils utilisaient leur propre solution de sécurité chez eux. Ils se sont rendus compte qu'il y a une zero day qui avait été exploitée. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que au début de cette annonce, il y a des codes d'exploitation qui sont sortis où ils prétendaient du coup exploiter cette zero day. En regardant les codes d'exploitation, en fait, on remarquait que c'était du shell shock, pour ceux qui se souviennent. Et donc, apparemment, c'est une autre vulnérabilité qui a été exploitée dans le cadre de cette attaque. Comme vous pouvez voir, ils ont mis approximativement plus d'une semaine et demie pour mettre en place le correctif. Ce qui était vraiment intéressant et qui était vraiment, on va dire, bien, c'était la fréquence de communication. En fait, tous les jours ou tous les 2 jours, les différentes équipes de SonicWall en fait donnaient un statut sur l'investigation en cours. Donc ça, c'est bien en l'occurrence. La communication lorsqu'on est en gestion de crise, c'est l'un des sujets les plus sensibles, et là pour le coup, il a été bien maîtrisé. Toujours sur le thème des différentes solutions de sécurité, c'est Storm Shield qui a été compromis. Donc en fait, ça a été communiqué par Storm Shield et par l'ANSI. Apparemment, il y a eu un accès illégitime à des informations qui étaient stockées dans leur portail de support technique, et
en plus, le code source de leurs produits de SNS et SNI, donc qui sont, je crois, des routeurs, a également fuité. Le résultat de cette compromission, il est assez dur, puisque l'ANSSI met sous observation les qualifications et les agréments de sécurité des 10 produits. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été révoqués, mais d'un point de vue image et d'un point de vue business, ça peut avoir des conséquences assez violentes. Et enfin, donc on parlait des compromissions. Alors ça, c'est une information assez récente. C'est une station d'épuration en Floride qui a été compromise. Donc c'est ce qui permet notamment, enfin une station d'épuration d'eau. Et donc en fait, l'attaquant est parvenu à avoir un accès grâce à un TeamViewer. Donc en fait, via TeamViewer, il a pu prendre la main sur le poste qui s'occupait de gérer le dosage du taux d'hydroxyde de sodium, donc qui permet de gérer le niveau d'acidité de l'eau. Et donc l'attaquant a essayé de modifier le taux pour le rendre, pour mettre une valeur très élevée. Donc ça aurait pu tourner au scénario catastrophe. Heureusement, il y avait des opérateurs qui étaient sur le coup et qui ont pu du coup remettre la valeur à la normale avant que ça ait des impacts désastreux. Donc d'un côté, on peut déplorer le fait que l'accès soit fait juste via un TeamViewer. On est en droit de se demander pourquoi est-ce qu'il y a un TeamViewer sur ce genre d'asset. Après, généralement, c'est entre guillemets un passif. C'est généralement utilisé pour faire de la maintenance à distance. D'un autre côté, on voit que là, les processus de sûreté industrielle permettent de compléter la sécurité. Et donc là, on a pu échapper au scénario catastrophe grâce à ces processus. Après, si vous voulez vous faire peur, vous pouvez regarder sur par exemple Shodan la quantité de VNC ou de TeamViewer accessibles comme ça, et qui parfois, souvent derrière, on trouve des stations d'épuration, des barrages, des choses comme ça. Ça peut être un petit peu gênant, mais il y en a vraiment beaucoup. Publication, ah oui, Patrol Ears, vous venez d'en voir la présentation. Donc, excellente solution de gestion des vulnérabilités, forcément. Et le suivant, c'est l'ANSSI et le GIP ACIMA, aussi connu sous le nom de cybermalveillance.gouv, qui ont publié en fait un guide, une liste de recommandations concernant tout ce qui est la sécurisation du télétravail. Donc c'est un sujet qui est encore plus que d'actualité. Donc globalement, là je vous ai mis les 5 mesures que j'ai retenues. Il y en a d'autres bien évidemment. Je vous conseille d'aller voir la publication, ne serait-ce que pour votre curiosité. Donc voilà, l'utilisation de VPN, restreindre les accès externes. Donc, du coup, 2 mesures qui sont bien complémentaires. Superviser et journaliser l'activité de vos systèmes d'information. Mettre en place des sauvegardes et les tester. Un peu comme ce qu'a fait West France, vous avez vu où ça les a menés. Et enfin, sensibiliser les collaborateurs au danger du télétravail, enfin au danger. Au fait qu'il faut toujours communiquer, qu'il faut faire attention, étant donné que chacun est un peu plus isolé. Il faut rester vigilant et pas hésiter, notamment pour les mails, pour éviter de se faire avoir par un phishing, pas hésiter à demander des confirmations ou à passer un coup de fil, notamment pour les sujets sensibles / urgents. Concernant les publications, alors la première publication, elle nous vient de Microsoft. Le code source du moteur ESE a été publié en open source sous licence MIT, ce qui veut dire que il est accessible librement, il peut être modulé, repackagé, on va dire libre. C'est un format qui est très intéressant puisque c'est le format qui est utilisé pour stocker les bases de données Exchange et tout ce qui est Internet Explorer, notamment la navigation. Donc ça peut aider pour le développement d'autres éléments. On avait déjà libESEDB qui existait, mais le fait que maintenant on ait vraiment accès à la source, je pense que ça va permettre de faire d'autres éléments, d'autres outils intéressants. Sinon, le deuxième outil, en vrai, vu que Cobalt fait déjà beaucoup de choses tout seul, je ne sais pas si on en a vraiment besoin, mais c'était intéressant. On a désormais un générateur de shellcode Cobalt pour pouvoir le charger dynamiquement. Et donc la troisième publication, c'est l'outil de Sentinel Labs, AEVT Decompile, qui permet en fait de décompiler les différents exécutables en AppleScript. Voilà.
concernant un petit peu la partie business, on a Rapid7 qui ont racheté la startup Alside pour 50 millions de dollars dans l'optique développer leur activité, tout ce qui est utilisation dans non Kubernetes. Et donc en petit RGPD, donc on a la société Finbold qui a publié une compilation et quelques statistiques de condamnation RGPD sur l'année 2020. Donc sur cette année, on a eu plus de 170 millions d'euros d'amende qui ont été établis. Donc ça se répartit entre les différents pays de l'applicant. Donc voilà, je vous ai mis là le top 10. Donc avec en premier l'Italie avec 58 millions et le Royaume-Uni du coup qui est parvenu à faire plus de 40 millions d'euros avec 3 condamnations. Donc il y avait notamment une condamnation pour la chaîne d'hôtels Marriott à plus de 20 millions d'euros et une condamnation pour British Airways qui à la base était à 20 millions d'euros. Je vous laisserai aller voir les anciennes revues d'actualité. Donc peu de condamnations pour la Grande-Bretagne et l'Allemagne, mais des condamnations qui étaient quand même assez élevées. Donc là, on voit un petit peu l'effet prohibitif. Il est à noter que le Royaume-Uni est encore là parce que GDPR court jusqu'à la fin de l'année chez eux, hein, bien qu'ils soient plus, qu'ils fassent plus partie de l'Europe, et ils vont probablement garder un règlement ad hoc pour la gestion de leur pays. Et ce qu'on a noté aussi avec l'effet pandémie, c'est que on vient de le citer pour British Airways, hein, mais il y a un certain nombre d'amendes qui au départ avaient été infligées de manière assez élevée et qui ont été réduites par la suite dues entre autres probablement à la situation. Pour ceux que ça intéresse, j'ai également trouvé un site qui s'appelle Enforcement Tracker, qui est fait du coup par une entité tierce et qui essaye justement de répertorier les différentes amendes qui sont mises en place par les différentes autorités de régulation. Et donc notamment les condamnations assez récentes. Donc il y a une condamnation en Allemagne pour je crois que c'était un revendeur d'ordinateurs qui globalement a mis en place une surveillance vidéo non-stop de ses employés, donc sans fondement juridique établi, ce qui est du coup contraire à la réglementation, ce qui leur a valu du coup une amende de 10 millions d'euros. Et la deuxième condamnation, donc cette fois-ci en France, Cocorico, on n'a pas le nom du site, mais c'est un site d'e-commerce qui a eu une condamnation de 150 euros pour un manque de moyens de protection contre les attaques par credential stuffing. Donc, pour rappel, le credential stuffing, c'est une technique d'attaque où en fait, on va prendre des bases de données déjà compromises avant, donc des mots de passe qui circulent librement, qui sont mises à disposition, donc soit via le dark web, soit via des pastebins ou autres éléments, et on va essayer d'utiliser ces mots de passe compromis sur d'autres sites. Donc en fait, ce qui est condamné ici, c'est pas vraiment le fait qu'il soit vulnérable à l'attaque, mais en fait, il y avait un plan d'action qui avait été mis en place, qui a traîné en longueur, et globalement, il y avait notamment pas de présence de CAPTCHA sur la mire d'authentification, et il n'y avait pas de vérification par IP, c'est-à-dire qu'on pouvait faire un très grand nombre de requêtes, et on pouvait du coup brute forcer les différents identifiants sans se faire bannir ou se faire rate limiter. Voilà, c'est sur le site. Tu peux mettre bourrage d'identifiant en français. Oui, parce que ce qui est important, c'est qu'il y a comme une amende conséquente qui n'est pas énorme, je pense qu'elle est liée à la taille de l'entreprise, mais qui est quand même assez conséquente, alors que finalement, il y a énormément de sites qui ne sont pas protégés contre ça. Typiquement, si on prend l'exemple de Microsoft avec Office 365, la grande mode de ces dernières années, c'est de faire justement du bourrage d'identifiant sur de l'Office 365. Donc là, je crois qu'il y a quelques dizaines de milliers de données personnelles qui sont sorties suite à ces tentatives sur ce site-là. Mais ce qui est impressionnant, c'est que finalement, ça c'est le cas de beaucoup de sites. Ouais, c'est ça. Je pense que justement là, vraiment, ce qui a été condamné, c'est pas nécessairement la vulnérabilité, mais c'est vraiment la non-application du plan d'action.
Ah oui, alors ça, il y a eu quelques actualités sur le Darknet ces derniers jours, avec deux en particulier. En fait, finalement, le point commun, c'est des personnes qui ont accès à des données plus ou moins sensibles de par leur responsabilité ou leur poste, et qui après les récupèrent et vont les vendre sur le Darknet. Ça paraît idiot de dire ça comme ça, mais donc le premier, c'est le responsable du site de, alors j'ai oublié Cestas, j'ai oublié le nom de la ville, de Cdiscount. Le responsable du site qui a eu accès donc, à 33 millions de données personnelles, qui les a récupérées et qui a essayé de les vendre sur je sais pas où, je sais pas sur quel site, et qui s'est fait attraper. Et ce qui est rigolo, c'est que la plupart des articles de presse donnent son poste, donnent la ville, et il suffit de rechercher rapidement les gens avec ce type de poste sur Internet, et il y a une personne en particulier pour laquelle tous les réseaux sociaux ont disparu, donc on retrouve vite son nom finalement. Le deuxième cas, c'est une personne à la DGSI qui bossait sur le terreau, et enfin l'anti-terreau, et qui avait accès aux bases de données de toutes les interceptions légales, et qui, alors il y a des soupçons, mais il n'y a pas de confirmation, aurait tenté ou revendu des données à des personnes plutôt du banditisme pour aller punir entre guillemets d'autres bandits. Donc la personne s'est fait attraper. Je sais plus où ça en a été de la condamnation, mais donc suite à ça, la personne a décidé de vendre ses services. Je crois que c'est gratuitement pour les avocats, pour aider les avocats à se défendre, en particulier face à la plateforme d'interception légale. Voilà. Ça, c'est une information aussi assez récente. Donc, il y avait un projet en ce moment d'élargir les fichiers de renseignement pour notamment rajouter les différentes mentions que vous voyez là, donc opinion politique, conviction philosophique, appartenance syndicale. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que on avait eu la CNIL qui avait du coup donné un avis un avis négatif. Sauf que en fait, depuis une réforme de 2004, la CNIL a un avis qui est uniquement consultatif, ce qui fait qu'il y avait eu différents syndicats, notamment de magistrats, qui avaient demandé à revoir ces différents éléments, qui ont été du coup rejetés par le Conseil d'État. Et donc là, normalement, on va avoir du coup les différents fichiers de renseignement qui pourront porter ces nouvelles mentions. Il y a Next Impact qui a fait un article assez intéressant sur finalement les responsabilités de la CNIL et les pouvoirs sur ces différentes questions de ce que peut faire le gouvernement, et est-ce que la CNIL a un pouvoir bloquant ou pas. En l'occurrence, pas. Alors, côté conférence, donc on a la GREAC et la BotConf. Tac. On a le FIC qui a on s'est trompé, enfin ça a été, enfin qu'on s'est trompé, ça a été de nouveau décalé pour le vrai FIC. Ça a été décalé à début décembre, alors je sais plus exactement, 6, 7, 8, quelque chose comme ça. Quelqu'un a les vraies dates? Enfin, je regarde. Juin, non? Ça a été décalé à la fin de l'année pour le FIC. Ah non, juin, pardon, juin, excusez-moi. 8, 9, 10 juin. Le FIC, c'est 8, 9, 10 Pour juin. la version en présentiel, et par contre, la version a priori virtuelle serait maintenue pour l'instant. Ah, alors bon, ça c'est pas du troll, c'est plus divers. Je pense que tout le monde a entendu parler du forum de Davos. En marge du forum, enfin en marge, il y a un rapport global sur les risques qui est publié chaque année. Et ce qui est intéressant, c'est que ça prend en compte vraiment les risques sur l'économie de la planète. Et finalement, les risques cyber, ils sont présents, sont pas les premiers risques, mais donc là, vous avez par rapport à l'impact et la probabilité, donc les risques 2021 sur la cybersécurité. Ce qui est marrant, alors là, je l'ai pas mis, mais dans le rapport, vous avez un endroit, une espèce de tableau qui représente les risques principaux année par année, avec les couleurs. Donc vert, c'est tout ce qui va être environnement, donc écologie. Bleu, c'est l'économie. Donc vert, c'est tout ce qui va être numérique. Violet, pardon, c'est tout ce qui va être numérique. Et je crois que orange, ça doit être la géopolitique, quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez d'année en année une montée en puissance des risques climatiques
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le graphique, on voit qu'au début, il y a une case verte parmi les premiers risques, et là, ces dernières années, il y a de plus en plus de cases vertes. Donc les risques climatiques sont de plus en plus importants vis-à-vis de l'économie, ce qui est compréhensible du fait, par exemple, du Covid, j'allais dire l'année dernière, mais cette année aussi. Donc le rapport... Enfin, ils avaient oublié le risque de pandémie, hein, quand même. Oui, bien sûr. Bah oui, mais enfin, c'est compliqué. Je crois qu'il y avait une petite hausse en 2000, je sais plus, c'était 11 quand il y a eu le H1N1, mais bon. De toute façon, déjà c'est annuel, et puis ils essaient de faire des prévisions aussi sur les années suivantes, ce qui est quand même très très compliqué. Mais c'est toujours intéressant. Le rapport, si vous voulez le parcourir rapidement, il y a pas mal de graphiques vraiment très intéressants. Ah oui, alors ça, j'ai vu sur Twitter, apparemment, il y aurait le cercle de la Corée du Nord qui aurait un Twitter. Ça fait quand même très très faux, mais j'ai quelqu'un qui fait partie du FIRST qui m'a dit que des gens de la Corée du Nord les avaient contactés pour rentrer au FIRST, ce que je trouve assez surprenant, donc ils se sont fait ressortir bien sûr. Mais donc voilà, je ne sais pas si ce Twitter est vrai ou faux, mais il a l'air quand même très très faux. Deuxième point, c'est sur WhatsApp. Donc nous en avions parlé durant la revue de janvier. WhatsApp a changé ses conditions d'utilisation. C'est en dehors de l'Europe, les données seront croisées avec Facebook. Et en Europe, à moitié, mais bon, Facebook a déjà été condamné sur la possibilité du croisement des données. Voilà, donc ils le disent à demi-mot. Ce qui est rigolo, c'est que suite à ça, beaucoup de gens sont passés à Signal, l'application de messagerie chiffrée. Et ce qui est rigolo, c'est que donc le cours de l'action Signal a bondi, il était à peu près à 4 $ à plus de 41 $, ce qui est quand même exceptionnel. Sauf qu'en fait, Signal, c'est pas du tout en bourse, et c'est juste une entreprise qui s'appelle Signal Advance, qui est une entreprise qui a rien à voir avec Signal, mais les gens se sont trompés, ont voulu acheter les actions de Signal. Donc c'est assez rigolo à voir. Oui, alors ça c'est une petite blague par rapport à Patrol Ears. C'est que suite à la publication de Patrol Ears, nous avons eu un certain nombre de demandes de gens qui avaient téléchargé la solution, comme celle-là, en fait, quelqu'un qui demandait quel était le login et le mot de passe par défaut, qui est en plein milieu de la doc. Voilà, c'est juste une petite blague. Alors ça du coup c'était une petite partie troll sur ce que j'avais vu passer dans mes lectures de janvier. Il y a de plus en plus de titres sensationnalistes sur tous les sujets cyber. Donc là, notamment de nos amis de McAfee qui avaient expliqué pourquoi est-ce que la backdoor Sunburst de SolarWinds était le cyber Pearl Harbor. Et le deuxième article que j'avais vu nous venait du coup du New York Times. Et donc, nous expliquait que apparemment l'attaque de Stuxnet reposait sur 7 0 days. Oui, dans la réalité, c'était 3-4, 3,5 on va dire, mais ce qui était déjà exceptionnel. Voilà. Et donc, notamment, on parle de défense active qui... Alors, du coup, là, la code, ça a été coupé à cause de l'animation, mais du coup, c'était expliqué comme quoi Sun Tzu parlait déjà de défense active et à quel point cette défense active représentait la destruction mutuelle assurée. Bon. C'est des petites extrapolations qui font sourire toujours. Du coup, voilà, je voulais vous partager ça. Une petite erreur aussi sur l'antivirus Microsoft. Donc cette fois-ci, pas une vulnérabilité, mais plus un faux positif. L'une des dernières mises à jour Chrome était taguée en fait par Microsoft ATA comme une backdoor. Donc ça a provoqué un petit peu un mouvement de panique chez les administrateurs système qui ont essayé de voir du coup qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce qu'on avait eu un Orion numéro 2 ? Est-ce que c'était peut-être la cyberapocalypse ? Et donc non, en fait c'était juste un faux positif. Et du coup ce qui était assez amusant, c'était de voir que ceux qui avaient la version gratuite de Defender n'avaient pas ce faux positif. Probablement une erreur de détection heuristique. Et donc une vulnérabilité donc sur l'économiseur d'écran Linux Mint, donc en fait qui avait été trouvé par un papa qui avait observé ses 2 enfants qui s'amusaient un petit peu sur le système. Et globalement en fait la vulnérabilité permettait de faire planter le verrouilleur d'écran. Et donc, quand le verrouilleur d'écran plantait, au lieu de redémarrer, en fait, il laissait l'utilisateur sur la session, sur le bureau. Donc, en fait, pour exploiter la vulnérabilité, il faut ouvrir le clavier virtuel Cinnamon, appuyer sur la touche E accent barre, je pense. C'est en fait une lettre norvégienne.
Et donc en fait, quand on fait ces étapes-là, ça fait planter le verrouilleur d'écran. Et une fois que le verrouilleur d'écran est planté, on arrive directement à la session. Donc voilà, c'était assez amusant. Parce que généralement, on peut se dire que ceux qui trouvent des vulnérabilités, on a souvent l'image de gauche dans les médias, alors que ça peut être tout simplement la petite image de droite. Prochaine réunion de l'OSIR, donc le mardi 9 mars. Toujours en visioconférence. Et voilà. Pas de rendez-vous en présentiel avant, à mon avis, longtemps. Je pense que Q2, oui, voire même Q4. Probablement. Ouais. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Jean-Philippe va couper l'enregistrement.